Bonjour Saïd Hamda, vous êtes journaliste sportif. Merci d'être présent ce matin avec nous dans la matinale de Midi 1 TV pour parler avec vous de l'avenir de Walid Regragui à la tête de la sélection nationale. Alors si vous le voulez bien, on va essayer de prendre de la hauteur. Je sais que ce n'est pas évident, mais on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et revenir particulièrement sur le communiqué publié hier par la FRMF, la Fédération royale marocaine de football, qui nous dit qu'elle dément toutes les informations relayées au sujet d'une désignation d'un nouvel entraîneur de la sélection nationale A. La fédération tient à préciser que l'opinion publique sera informée, comme précédemment, de toute l'actualité des Lions de l'Atlas en temps opportun. Alors, si on analyse un petit peu les termes de ce communiqué, il est quand même intéressant et il nous dit beaucoup plus de choses qu'il n'en a l'air. D'abord, la FRMF dément toutes les informations relayées au sujet d'une désignation d'un nouvel entraîneur de la sélection nationale A. Ça ne veut pas dire qu'elle dément la démission de Walid Regragui. Elle dément juste qu'un nouveau sélectionneur a bien été nommé. C'est ce qu'il faut comprendre ? C'est ce qu'on peut partiellement comprendre, effectivement. Alors, pour refaire un petit peu les pièces du puzzle une à une, effectivement, Walid Regragui a posé sa démission. Il faut faire juste une petite nuance, c'est qu'il a déposé une démission orale. Parce qu'il y a eu, avant ce communiqué-là, plusieurs communiqués qui se sont précédés qui indiquaient au départ qu'il n'y avait aucune démission. Puisque quand on regarde les mots, effectivement, Walid Regragui n'a pas envoyé un courrier avec ses avocats en disant qu'il voulait partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Walid Regragui, aujourd'hui, est en sélection depuis 2022. Donc, il y a une relation qui s'est nouée de travail et aussi une relation humaine. Donc, Walid Regragui a simplement signifié à l'oral qu'il voulait partir, ce que la fédération a bien pris en compte. Néanmoins, la fédération, aujourd'hui, est contrainte de trouver un remplaçant de qualité, ce qui n'est pas facile dans un laps de temps aussi court, puisque, comme vous le savez, il y a un rassemblement dans quelques jours aujourd'hui, en mars, par rapport aux matchs amicaux. Et surtout, dans quelques mois, il y a une Coupe du Monde très importante pour le Maroc, aux États-Unis, Canada, Mexique. Et Walid Regragui, aujourd'hui, a un contrat qui va jusqu'au terme de cette Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, la fédération se retrouve un petit peu dans une situation complexe où elle doit à la fois trouver un remplaçant de qualité ou ne pas libérer Regragui. Donc, ils sont un petit peu dans cette configuration-là où Regragui insiste depuis plusieurs semaines pour partir. Même après la CAN, il avait déjà effectué cette demande. Maintenant, les solutions ne pleuvent pas. La fédération discute avec plusieurs coachs, cherche la bonne solution, mais pour l'instant, elle ne la trouve pas. Et selon moi, si la fédération ne trouve pas la bonne solution, elle ne libérera pas Walid Regragui. Oui, alors la deuxième partie de ce communiqué de la FRMF nous dit « La fédération tient à préciser que l'opinion publique sera informée, comme précédemment, de toute l'actualité des Lions de l'Atlas en temps opportun ». Ça veut dire, dès qu'on a un sélectionneur qui signe, on vous le dira. En grosso modo, c'est ce que ça signifie ? C'est ce que ça signifie. Ça signifie surtout que c'est la fédération qui choisira comment on va annoncer le départ, parce que tout est une question de sémantique. Ça va pas être Walid Regragui qui part, ça va être la fédération qui se sépare de Walid Regragui. Et tout ça, cet esprit de communication est très important parce que aujourd'hui le Maroc est dans une ère où on est top 10 au classement FIFA, et il est important de montrer que c'est pas le coach qui a envie de quitter la sélection, qui a envie de partir, de quitter le navire. C'est plutôt la sélection qui remercie le coach pour ce qu'il a fait et qui l'invite ensuite à partir. Ça semble assez bête comme ça au premier abord, mais c'est une communication qui est très importante parce que si c'est le coach qui a envie de partir, dans l'opinion publique, on se demande pourquoi il a envie de quitter une sélection qui fait finale de la CAN, qui a envie de quitter une sélection qui est top 10 à la Coupe du Monde, une sélection, enfin, qui est top 10 au classement FIFA, une sélection qui va participer à la Coupe du Monde en affrontant le Brésil. Donc toutes ces questions-là sont de la pure communication. La fédération se pose en hauteur en disant c'est nous qui allons arrêter la collaboration avec Walid Regragui. Le jour où on trouvera un remplaçant, à mon avis, la fédération communiquera en ce sens-là. Donc tout ça n'est qu'un esprit de communication, mais la finalité est la même. Walid Regragui a demandé son départ. La fédération travaille sur des options, mais pour l'instant ne trouve pas la bonne solution. Donc Walid Regragui n'est pas libéré de son contrat. Oui, alors Walid Regragui, vous l'avez dit vous-même, a fait savoir qu'il voulait quitter le poste de sélectionneur de l'équipe nationale
Juste après la CAN, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Peut-être même que déjà ça commençait à y avoir cette petite musique dans sa tête avant cette compétition, mais en tout cas juste après la CAN, il a apparemment, ou il aurait fait savoir qu'il voulait quitter son poste de sélectionneur. Mais alors pourquoi attendre maintenant alors que la Coupe du Monde est si proche? Pourquoi est-ce que la FRMF n'a pas agi avant, alors qu'il y a des matchs amicaux qui arrivent de préparation pour cette Coupe du Monde? Ils n'ont pas agi avant. Alors, il y a plusieurs motifs qui peuvent expliquer cet attentisme de la part de la fédération. Déjà, la première, c'est que Walid Regragui, après la CAN 2024, où il y a eu l'échec face à l'Afrique du Sud lors de la CAN en Côte d'Ivoire, il avait déjà démissionné de son poste, une démission qui avait été refusée. Et à ce moment-là, Walid Regragui avait accepté de continuer sa mission. Peut-être que la fédération pensait qu'on allait être dans la même configuration, puisque effectivement, quelques jours après la finale, Walid Regragui a averti sa hiérarchie il voulait partir. Maintenant, Walid Regragui a aussi un contrat. Donc, c'est pas parce qu'il veut partir qu'on va le laisser partir. Si vous voulez, moi, ma conviction intime, c'est que quand un coach veut partir, il doit partir. On ne peut pas conserver quelqu'un qui n'est plus investi dans le projet. Maintenant, Walid Regragui a plusieurs raisons de vouloir démissionner. La première, c'est qu'il sent qu'il y a une sorte d'ingratitude d'une partie des supporters, puisque beaucoup de gens ont remis les raisons de la défaite sur lui, sur ses choix, pourquoi il y avait tant de blessés, pourquoi il n'a pas fait rentrer un tel, pourquoi il n'a pas fait ci. Il y a aussi une relation conflictuelle avec la presse marocaine, hein, on peut le voir lors de différentes conférences de presse, beaucoup de questions qui sont piquantes et que lui ne trouve pas spécialement légitimes. Et de l'autre côté, beaucoup de Marocains et de journalistes marocains reprochent à Walid Regragui une communication un petit peu trop disons, ethnocentré, où il va rappeler ses faits d'armes, une demi-finale à la Coupe du Monde, un record de match, une finale à la CAN. Et donc, il y a eu une sorte de cassure entre une partie du public marocain, une partie de la presse marocaine avec Walid Regragui. Il faut savoir qu'entraîner le Maroc aujourd'hui, c'est une énorme pression physique, mentale, et qu'après quelques années à la tête de la sélection, peut-être qu'il considère qu'il en a fait assez et qu'il a besoin d'un nouveau projet, qu'il a besoin d'être ressourcé sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, et qu'il considère qu'il ne peut plus apporter. Je pense que ça aussi, c'est une forme d'intelligence, de ne pas faire les matchs de trop et de partir quand il faut au bon moment. Donc, bon, Hmm. Walid Regragui aujourd'hui décide de partir. Certes, la fédération aurait pu anticiper un petit peu plus, mais il avait un contrat jusqu'à fin juin. Peut-être que la fédération pensait qu'il irait au bout de son contrat. Et il faut savoir aussi que le public doit savoir que c'est extrêmement difficile de trouver un coach parce qu'en général, ça prend des semaines et des semaines de Oui, mais, négociations, oui, mais, surtout pour oui, une mais il y a équipe des comme le noms Maroc. qui ont circulé. Et il y a des sélectionneurs marocains, d'autres sélections, hein, d'équipes nationales, qui ont remporté des trophées, voilà, qui sont dans la réussite, qui savent aussi communiquer, puisque vous parliez des relations avec la presse, qui savent expliquer, etc., qui sont polyglottes pour les deux auxquels on pense particulièrement, et qui sont marocains. Finalement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, à moins qu'il y ait d'autres obstacles. Voilà, je pense qu'il y a d'autres obstacles et on peut rentrer un petit peu dans le détail. Il faut savoir que la fédération marocaine songe plusieurs coachs. Ils ont sondé pardon, même des coachs étrangers, ce que moi, je ne préconise pas spécialement comme solution. À mon avis, on doit prendre un sélectionneur marocain, comme par exemple en France, ça se fait de tradition. L'équipe de France est coachée depuis plusieurs dizaines d'années par un sélectionneur français. Je pense que le Maroc aujourd'hui a les compétences, a les profils pour être piloté par des sélectionneurs marocains. Donc les options étrangères, moi, j'y suis pas spécialement favorable. Maintenant, sur les options que nous avons en interne. Donc il faut faire cas par cas. Prenons le cas de Tarek Sekhtioui. Tarek Sekhtioui est un nom très plébiscité par le public marocain, qui est très populaire auprès des supporters, mais aussi de certains joueurs. Et c'est là où toute la nuance arrive, c'est qu'il est populaire auprès de certains joueurs, mais pas la totalité. Il faut savoir que lors des Jeux Olympiques, Tarek Sekhtioui s'était mis à dos une part du vestiaire, certains joueurs avec qui il y a eu une relation conflictuelle. Même un joueur avait même songé à quitter les Jeux Olympiques tellement la relation s'était crispée. Et Walid Regragui était intervenu parce qu'il s'agissait d'un joueur qui jouait en équipe A. Et donc, Walid Regragui avait fait de la médiation entre Tarek Sekhtioui et ce joueur-là, avec d'autres aussi notamment, pour permettre à Tarek Sekhtioui d'aller au bout de la compétition sans couac majeur. Donc, Tarek Sekhtioui, c'est ça la première difficulté pour lui, c'est qu'il y a une part du vestiaire qui ne veut pas spécialement être coaché par lui,
même si, il faut le rappeler, ce ne sont pas les joueurs qui décident de qui est le sélectionneur. Et ça, c'est très important. Les joueurs ne décident pas, mais il faut garder à l'esprit que si les joueurs ne sont pas spécialement emballés par le sélectionneur, en tout cas, du moins une partie des joueurs ne sont pas emballés, ça va être très difficile pour ce sélectionneur-là de travailler dans des bonnes conditions. Et dans ce cas-là, il va peut-être se passer de certains joueurs et le public ne comprendra pas pourquoi un tel ou un tel n'est pas appelé. Donc, ça rend un petit peu l'équation complexe. Donc voilà pour Tariq Sekhtioui. En ce qui concerne Mohamed Wahbi, qui est donc champion du monde avec les U20, Mohamed Wahbi est un très bon coach, mais néanmoins, il faut aussi relever que c'est un coach qui est surtout un formateur, qui a beaucoup travaillé quand on regarde son parcours en club ou en sélection, qui a travaillé avec des jeunes joueurs qui ont 18, 19 ans, 20 ans. Ce n'est pas la même chose de coacher des A, des adultes, des joueurs professionnels qui jouent dans des grands clubs. Ça ne veut pas dire que Mohamed Wahbi va échouer. C'est très important, ça ne veut pas dire qu'il va échouer, mais il y a un déficit d'expérience à ce niveau-là, peut-être de légitimité, même s'il faut bien commencer un jour. Donc la fédération est peut-être un peu frileuse sur le nom de Wahbi parce qu'ils ne savent pas dans quelle mesure Wahbi sera capable de réitérer l'exploit qu'il a pu faire avec la Coupe du Monde U20 au Chili, de réitérer cet exploit avec les A. Donc il y a aussi cette réflexion de se dire il ne faut pas jeter Wahbi au feu, le cramer trop vite, parce que c'est un coach qui a un potentiel énorme. Et donc, il faudrait peut-être le lancer au bon moment. Est-ce que Wahbi est prêt? Après, bon, voilà, on n'a pas non plus pléthore d'options. Il y a d'autres coachs qui ne sont pas spécialement disponibles aujourd'hui. Donc, il faut prendre la meilleure décision. Il y a des coachs qui ont, comme Sekhtioui, du pour eux et du contre pour eux. Wahbi a aussi du pour lui et du contre pour lui. Et je pense qu'il faut tout peser au gramme près. Et ça, c'est une difficulté majeure. Oui. Euh, Cette semaine a aussi été marquée par l'annonce du départ de Romain Saïs, qui a décidé de raccrocher les crampons internationaux. On peut dire ça comme ça. Est-ce que, d'après vous, il y a un lien? Alors là, pour le coup, j'ai pas d'infos sur le lien de cause à effet entre la démission de Romain Saïs et le changement de sélectionneur. Il faut savoir quand même que Romain Saïs, de manière plus générale, est un des joueurs qui est là depuis très longtemps, hein. Il était même là à la Coupe du Monde 2018. Donc ça commence à remonter. D'ailleurs, sa présence à cette CAN-là n'était même pas certaine, puisque Romain Saïs, ça fait quelque temps qu'il joue au Qatar, qu'il a des problèmes physiques de blessures. Et donc, légitimement, sur l'aspect sportif, beaucoup de gens remettaient en cause déjà sa présence avant cette CAN-là. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet avec sa retraite. Je pense que Walid Regragui l'a appelé surtout pour l'aspect mental, l'aspect groupe. C'est un leader. Et donc, il y avait besoin de ce leadership dans cette équipe qui en manque pas mal puisque l'effectif a été renouvelé avec beaucoup de jeunesse. On a bien vu dès le début de la compétition, Romain Saïs a été mis en tant que titulaire, mais ça n'a pas tenu très longtemps parce que son physique était devenu trop fragile. Quand on voit qu'à la CAN, déjà, physiquement, il était un petit peu à la peine, je pense qu'aussi c'est une décision tout simplement raisonnable de savoir raccrocher les crampons au bon moment. Les 6 mois qui restaient avant la Coupe du Monde, c'était peut-être un peu trop long pour lui. Et pareil, il part la tête haute avec le devoir accompli, en tout cas avec ce sentiment-là. Peut-être que l'incertitude autour du coach pousse aussi Romain Saïs à ne pas tirer, parce que si Walid Regragui était maintenu en poste de manière certaine, il aurait pu faire le voyage. Mais on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il y a un lien de cause à effet. Moi, je pense pas. Je pense que avant même cette CAN, Romain Saïs avait acté que ce serait la dernière danse pour lui. Oui. Euh, Nous sommes à bientôt 3 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Dimanche, on sera le 1er mars, donc on peut déjà dire 3 mois. Est-ce que cette situation, avec ce flou entretenu par la fédération de football autour du sélectionneur, le sélectionneur lui-même qui ne s'exprime pas parce qu'on ne lui a pas donné vraiment l'autorisation, les joueurs qui sont aussi dans l'incertitude, certains qui étaient certains d'être des cadres de l'équipe et qui ne seront plus certains s'il y avait il y a un autre sélectionneur, à quelques semaines maintenant, on peut le dire comme ça, d'une Coupe du Monde, sur laquelle le Maroc est très très attendu, après celle du Qatar, hein, c'était la précédente, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être nuisible à l'équilibre et à la sérénité d'une équipe?
effectivement, on ne va pas aborder cette coupe du monde avec, la plus belle des manières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est acté. Maintenant, pour, répondre à cette question, il va falloir simplement attendre le dénouement parce que ça va vraiment, vraiment dépendre du scénario. Si Walid Regragui est maintenu, on garde quand même un semblant de stabilité. Donc Walid Regragui serait maintenu, on ne le libère pas, il reste puisque contractuellement, Mais oui, il mais est obligé de rester. il deviendrait un malgré lui. Il deviendrait un petit peu un malgré lui parce qu'il faut aussi se rappeler qu'il faut gérer la fracture du vestiaire. Et je pense qu'aussi c'est une des motivations, tout à l'heure je parlais du public, je parlais de la presse, mais une des motivations principales aussi, c'est de gérer cette fracture dans le vestiaire. Et peut-être que Walid Regragui n'a plus envie de mettre les mains dedans parce qu'il faut savoir que le vestiaire, enfin, le soir même de la finale, était extrêmement fracturé. Beaucoup de joueurs en voulaient personnellement à Brahim parce que pour eux, c'était le rêve d'une carrière, c'était un objectif, vraiment l'objectif d'une vie. Et donc, certains joueurs n'ont pas accepté, n'ont pas pardonné à Brahim d'avoir manqué ce penalty, plutôt sur la manière de faire, hein, plutôt que sur la résultante, parce qu'un penalty, il faut le rappeler, ce n'est pas un but, c'est une occasion très nette de but, mais ce n'est pas un but. Mais beaucoup ont reproché un petit peu cette nonchalance à Brahim. Donc, dans le vestiaire, il y avait beaucoup de joueurs qui pleuraient. Il y avait aussi des joueurs qui avaient envie de se battre, hein, pour dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il y avait beaucoup d'animosité, beaucoup de véhémence dans le vestiaire. Donc, certains ont dû séparer les uns et les autres. Et donc, Walid Regragui a vu ces images-là. Et il sait que son vestiaire est fracturé, que certains joueurs, ça va être très difficile de renouer le contact entre eux, de les faire jouer ensemble. Donc, il y aura un énorme travail aussi hors football à faire pour permettre à cette équipe de rester une équipe. Et peut-être que Walid Regragui est aussi un petit peu démotivé par ce travail supplémentaire. Donc, pour revenir à la question initiale, oui, on ne commence pas la Coupe du Monde de la meilleure des manières, puisque si Walid Regragui reste, il va falloir gérer cet aspect-là humain. Mais même si c'est un nouvel entraîneur, bah, cet nouvel entraîneur-là, lui, n'était pas présent. Donc, il va devoir prendre acte un petit peu des uns et des autres de ce qui s'est passé et d'essayer de trouver une solution, de sacrifier peut-être certains joueurs, et ça sera plus facile pour un nouveau sélectionneur, puisqu'il n'y a pas de ce lien d'affect entre eux. Il arrive, il va falloir qu'il impose ses hommes. Donc, il y a aussi certains joueurs qui ne sont pas convoqués pour l'instant qui vont avoir une opportunité. Mais important de rappeler qu'avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, Vaïd a été viré à 3-4 mois de la Coupe du Monde. Et c'est là que Walid Regragui avait pris le poste. Et finalement, on a fait la meilleure Coupe du Monde de notre histoire. Je ne vais pas dire que la chance va taper 2 fois au même endroit et que de nouveau, le départ du sélectionneur va permettre de faire une Coupe du Monde extraordinaire. Parce qu'à la différence de 2022, c'est qu'en 2022, on n'était pas du tout attendu. Donc, on a été un petit peu la surprise. Aujourd'hui, on est clairement attendu. Les équipes ne joueront pas de la même manière contre nous. Et surtout, on attend des résultats à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus le Maroc comme un outsider, ne voient pas le Maroc non plus comme un favori, mais voient le Maroc comme une force en présence qui va devoir confirmer ce qu'elle a montré en 2022. Toute la difficulté est là. Oui, en tout cas, il y a le talent, il est là, les joueurs, et reste plus maintenant qu'à leur créer un environnement propice à la performance. Cela dit, même si on continue d'ailleurs d'encenser Walid Regragui, quand on regarde les résultats, même s'il y a des très bons résultats, hein, donc cette demi-finale au Qatar, cette finale de la CAN, c'est cette longue période de matchs de victorieux d'ailleurs, mais qui est même un record du monde qui a été battu. Ben oui, mais tout ça, mais il n'y a pas de trophée. C'est ce qui est principalement reproché à Walid Regragui, c'est d'avoir des très beaux faits d'armes, mais de ne pas avoir de trophée. Et c'est un petit peu ce complexe marocain de ne plus avoir de trophée. La dernière CAN remonte à 1976, hein, il faut bien se remémorer cette statistique-là. Depuis 1976, pas de trophée majeur. On n'a gagné qu'un seul trophée majeur. Et le Maroc attend depuis extrêmement longtemps ce trophée. Le Maroc a investi de manière colossale pour arriver à cette finalité-là. Ça a commencé d'abord avec l'académie Mohamed VI en 2009, puis la structuration des équipes de jeunes, la structuration des équipes A. Aujourd'hui, le staff et les moyens mis à disposition de l'équipe nationale du Maroc sont équivalentes à n'importe quelle grande équipe mondiale. Donc forcément, on attend des résultats. Les résultats commencent à arriver, puisque il ne faut pas négliger les résultats dans les catégories de jeunes. On a gagné la CAN U23, on a gagné la Coupe du Monde U20, donc tous ces investissements ne sont pas vains. Néanmoins, la cerise sur le gâteau, ce qui est vraiment important
pour nous, pour concrétiser tous ces investissements-là, c'est de gagner un trophée avec l'équipe A, un trophée qui nous échappe toujours. Alors Walid Regragui, à la CAN 2024 a été un échec puisque le Maroc est sorti dès les huitièmes de finale. Aujourd'hui, il y a eu une progression très claire puisqu'on arrive jusqu'en finale à domicile. On n'avait pas atteint le dernier carré d'une CAN depuis 2004. Donc ça faisait plus de 20 ans aussi qu'on n'avait pas atteint les derniers carrés. Donc il faut voir aussi cette quête de trophée comme un cheminement, un process qui prend plus de temps que prévu. On peut faire une comparaison avec notamment le PSG qui cherchait sa Ligue des Champions. Il a fallu 15 ans entre les investissements initiaux des Qataris à Paris et cette Ligue des Champions gagnée. En plus, ils l'ont gagnée à un moment donné où on ne s'y attendait même pas puisque ça colle avec l'année où Kylian Mbappé part et on se dit que tout est à reconstruire et c'est à ce moment-là qu'il gagne. Bah, nous, c'est un petit peu pareil. Peut-être qu'on gagnera une CAN au moment où on s'y attendra le moins avec le départ du meilleur coach de l'histoire de la CAN avec du Maroc avec Walid Regragui, parce que il a eu des résultats qu'aucun coach n'a eu auparavant. Personne ne lui retirera sa demi-finale de Coupe du Monde, personne ne lui retirera sa finale de CAN, mais peut-être qu'il lui manquait ce petit truc aujourd'hui pour aller chercher ce trophée-là et qu'il va falloir transmettre le flambeau pour que quelqu'un puisse aller finir ce qu'il a, je ne veux pas dire ce qu'il a commencé, parce que ça a finir le commencé avant travail, lui, bien sûr, mais mais finir, voilà, pour finir le travail. et poursuivre ce processus de grandeur que l'équipe nationale est capable d'offrir à l'ensemble des Marocains. Merci beaucoup, Saïd Hamdab, d'avoir été l'invité de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci de nous avoir apporté cet éclairage. Très belle journée à vous et très bon week-end aussi, puisque nous sommes déjà vendredi.